Bonjour, bonsoir à tous. Georges Tchentedjimfo, c'est mon nom. Je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur l'algorithme troisième partie où nous serons amenés à étudier les fonctions, les procédures, les tableaux et les algorithmes. Si tu n'es pas encore abonné, clique juste en bas de la vidéo sur s'abonner et surtout si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur aimer et de partager avec tous tes potes. Alors installe-toi confortablement, nous allons commencer ce cours. Alors là, je vais travailler avec des personnages très connus comme d'habitude. Nous allons travailler avec les Simpsons et Kirikou. Ces personnages vont nous orienter à travers leurs questions. Comment mieux aborder ce cours, sur comment mieux comprendre ce cours. Alors là, j'ai d'abord les Simpsons qui se posent la question, une fonction c'est quoi et ça sert à quoi? Ça c'est la première question qu'il faut se poser. Ensuite là, nous avons Kirikou qui dit, prenons l'exemple de la préparation de la banane malaxée. Pourquoi banane malaxée? Déjà, je vous ai tout dit dans mes cours, dans mes vidéos, que l'informatique n'est qu'une implémentation de la vie réelle. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie, en réalité, l'informatique s'appuie sur ça pour pouvoir implémenter. Alors, là, on parle d'une banane malaxée. Là, on va observer d'abord la scène. Après, on va passer à l'analyse et on va pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Alors, observons la scène ensemble. Là, on veut préparer une banane malaxée, c'est-à-dire votre maman, votre mère, au quotidien, décide. Ou bien votre mère décide de préparer la banane malaxée. Là, on observe. Votre mère désire préparer la banane malaxée. Pour vite préparer, elle divise les tâches. Évidemment, le problème à résoudre par votre maman, c'est la banane malaxée. Elle veut préparer sa banane malaxée. Alors, vous savez, quand on veut résoudre un problème, on peut écrire directement un algorithme qui permet de résoudre ce problème. Cependant, il est plus complexe à résoudre tout un problème soi-même. Alors, votre maman, certes, aura forcément des enfants à la maison. Elle aura des cousines à la maison, des soeurs à la maison. C'est-à-dire, pour mieux résoudre un problème, il est important de diviser ce problème en petits problèmes, donc en sous-problèmes. Une fois avoir résolu les sous-problèmes, ça facilitera la tâche de résoudre le grand problème. Il y a un scientifique qui avait dit, pour mieux résoudre un problème, il faut adopter le paradigme diviser pour mieux régner. Alors revenons à notre scène. Alors notre maman dont on veut préparer la banane malaxée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va diviser en tâches, c'est-à-dire qu'elle va confier une tâche particulière à chacun à la maison. Dans ce cas, on va prendre 3 tâches. C'est vrai qu'on pouvait avoir plusieurs tâches, mais je vais diviser dans ma vidéo en 3 tâches. On suppose donc que là, pour aller plus vite, elle va d'abord, premièrement, regardez, la première tâche. On suppose qu'il faut écraser les arachides. C'est-à-dire, pour faire la banane malaxée, il faut écraser les arachides. Alors là, elle va pour écraser les arachides, vous regardez, quels sont les éléments qu'on a besoin pour pouvoir accomplir cette tâche, ou bien pour résoudre cette tâche? Il faut d'abord les arachides. Donc la première question que je me pose après avoir connu le problème à résoudre, c'est-à-dire le problème particulier à résoudre, c'est quels sont les éléments dont j'ai besoin pour résoudre cette tâche particulière, ou bien ce problème particulier. J'ai besoin des arachides, comme vous voyez, et j'ai encore besoin de quoi? J'ai besoin aussi d'une machine. Alors là, c'est une machine à main. Ça pouvait être une machine à écraser. En fait, vous voyez que là, ce qu'on a besoin peut varier. Je peux avoir besoin des arachides du village, je peux avoir besoin des arachides de la ville, ça dépend de votre banane malaxée. Je peux avoir besoin de la machine à main, je peux avoir besoin même de la pierre écrasée, je peux écraser sur la pierre, je peux avoir besoin d'un moulinex, et ainsi de suite. Donc j'ai besoin de 2 éléments qui peuvent être considérés comme des éléments qui varient. Donc qui va dépendre de vous. Dans tous les cas, pour accomplir ma tâche, j'ai besoin des éléments qu'on vient de voir à l'écran. Alors une fois que j'ai ça, regardez là, ça me permet une fois de résoudre le problème. Là, on voit un monsieur qui est en train d'écraser les arachides. C'est-à-dire que là, il est en train de résoudre la tâche. Il est en train d'accomplir la tâche à partir des 2 éléments qu'on lui a donnés. C'est-à-dire que la maman lui donne la machine à écraser. Elle lui donne les arachides. Alors, il accomplit la tâche. Une fois avoir accompli la tâche, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne ce que la maman attend. C'est-à-dire, l'arachide, regardez là,
écrasé. C'est exactement comme ça qu'une fonction fonctionne. Donc ça, c'est en fait le principe d'une fonction. Vous voyez que là, on peut appeler ça une fonction parce que la fonction permet en réalité d'accomplir une tâche particulière et retourne un résultat. Dans cette tâche, on voit par exemple que ça c'est une tâche particulière, bien sûr, puisque c'est une partie du problème qu'on résout. C'est pour ça qu'on parle de tâche particulière. Alors on voit que dans ce problème, ça prend en entrée deux éléments qui peuvent varier, la machine, les archives. On accomplit la tâche en écrasant et on retourne un résultat. Donc ça veut dire que ce monsieur est en train d'accomplir une tâche. On peut dire qu'il est en train d'effectuer une fonction. Alors autre problème, regardez là, autre tâche, éplucher la banane. Vous voyez là, pour éplucher la banane, qu'est-ce qu'on a besoin d'entrée? On a besoin de la banane d'abord. On a besoin du couteau. Vous voyez, là également sont les éléments dont on a besoin. Et qui peuvent varier parce qu'on peut éplucher avec la machette, même avec la fourchette. Ça dépend de vous. C'est les éléments qu'on peut avoir besoin. Donc là, regardez, dès qu'on fournit la banane et le couteau, regardez là au milieu, on voit qu'il est en train directement d'éplucher la banane. Donc il est en train d'accomplir la tâche et après il retourne un résultat. Parce que s'il finit d'éplucher, il ne retourne pas la banane épluchée, ça n'aura servi à rien. Parce que la maman attend la banane épluchée pour pouvoir préparer. La maman attend l'arachide écrasé pour pouvoir préparer. Une autre tâche aussi, écraser les condiments. Alors là, pour écraser les condiments, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin évidemment des condiments. Et les condiments, bien sûr, varient aussi. Chacun peut avoir des condiments qui sont différents de l'autre. L'autre peut utiliser la tomate, le persil, je ne sais pas trop, ça dépend de vous. Alors là, on a également besoin d'une pierre. Ça pouvait être même le moulinex, ça pouvait être ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin. Une fois quand on fournit les éléments, on a besoin. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit que la maman est une fois en train d'écraser. Donc là, elle écrase. Et qu'est-ce qu'elle finit? Quand elle finit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne les condiments déjà écrasés. Alors, à partir donc de tout ce qu'on a retourné, la maman pourra utiliser donc pour résoudre le problème. Donc, elle va se servir des valeurs fournies par chaque fonction. Parce que vous avez dit, là, ce sont des fonctions. Retenez que la fonction prend en paramètre, donc prend en entrée les valeurs dont elle a besoin, comme là. On a besoin de la banane, on a besoin du couteau. Ce sont les valeurs dont on a besoin. Accomplir la tâche qui est comme vous voyez là, c'est-à-dire accomplir la tâche, c'est-à-dire résoudre le problème. Et à la fin, retourne le résultat qui sera utilisé dans un algorithme. Alors donc, les valeurs retournées, donc, la maman peut se servir pour écrire un algorithme et permet donc d'obtenir la banane malaxée qu'on observe à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse? On peut dire donc que, regardez, écraser les condiments, c'est le problème particulier ou bien c'est la tâche particulière à résoudre. Pourquoi particulier? Parce que c'est un sous-problème pour résoudre un problème. On peut dire qu'éplucher la banane, c'est une tâche particulière. Écraser les arachides, c'est une tâche particulière. Alors là, on voit donc que les condiments, la pierre, ce sont les données qu'on a besoin, qu'on appelle les paramètres. Exemple, la banane, le couteau, ce sont des paramètres. Les arachides, la machine, ce sont des paramètres. Une fonction a besoin d'une donnée pour résoudre un problème. Et on appelle cela des paramètres de la fonction. Et à l'intérieur de la fonction, ce qu'on appelle le corps de la fonction. Regardez, écraser, ce qu'on écrase, ce qu'on appelle donc un corps. Donc à l'intérieur du corps, on exécute les instructions qui vont permettre de résoudre le problème. Celui qui écrase les arachides est en train d'exécuter la tâche. Il est en train d'accomplir le problème, d'accomplir donc la résolution de la tâche. Une fois, après avoir accompli la tâche, on retourne une valeur. Donc la fonction retourne la valeur. Regardez là, là c'est les condiments. Le cas de la banane épluchée, c'est une valeur retournée. Le cas des arachides écrasés, c'est une valeur retournée. Donc on voit donc les principes d'une fonction. Là, à l'écran, on voit qu'à l'entrée, on a besoin des paramètres pour écrire une fonction. Les paramètres sont les données de base qu'on a besoin pour résoudre le problème. À l'intérieur, il y a le corps de la fonction. Et enfin, il y a la valeur de retour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donc dire qu'une fonction est un sous-algorithme.
Ouais, c'est une sous, ça veut dire une partie. Un sous-algorithme permettant d'accomplir une tâche particulière et retournant le résultat. Alors ici, c'était le cas de la nourriture. Dans le cas de l'informatique, on va voir des problèmes mathématiques. On va par exemple voir une fonction qui calcule, qui permet par exemple de faire la somme de deux nombres. Là, on va prendre par exemple les paramètres sont les deux nombres, c'est-à-dire A et B. Ici, par exemple, c'est les condiments et la pierre. Donc, alors là, on peut donc dire la déclaration d'une fonction est la suivante. À l'examen, si on vous demande quelle est la syntaxe d'une fonction, alors là, vous voyez fonction, le nom, entre parenthèses, les paramètres, comme on vous a expliqué ce que c'est les paramètres. Le type qu'on a mis après paramètres, c'est le type de retour de la fonction. Bien sûr qu'avant type, il y a normalement deux points là que j'ai oublié. Donc, il y a type, qui est le type de retour de la fonction. Donc, le type de retour, c'est la valeur que vous tenez, on précise son type en haut. Ensuite, il y a la déclaration des variables, le début, le corps de la fonction. Ensuite, il y a retourner, valeur de retour. Donc, pour retourner valeur, on met retourner, valeur, retour, et il y a fin. On reviendra sur cette syntaxe tout à l'heure, mais pour l'instant, il est important de maîtriser la syntaxe d'une fonction pour pouvoir l'écrire. Donc, ça, c'est la structure de base d'une fonction. Donc, alors, qu'est-ce que Kirikou nous dit? Comment écrire une fonction et une procédure? Alors, c'est quoi la procédure? Là, vous lisez à l'écran. Déjà, Kirikou nous demande de prenons le cas, la somme de deux nombres. Alors, regardez, une procédure est un sous-algorithme permettant d'accomplir une tâche particulière, mais ne retournant pas de résultat. En fait, la procédure se comporte de la même manière que la fonction, vous voyez, mais la seule différence, c'est que lui ne retourne pas. Donc, on ne dit pas qu'on retourne là-bas, donc on ne met pas retourner résultat, et ainsi de suite. On peut plutôt afficher le résultat, mais on ne retourne pas. Donc, on ne parle pas de type de retour dans une procédure. Alors, regardez, voilà la syntaxe d'une fonction qu'on a vue. Et voilà la syntaxe d'une procédure. Regardez sur la procédure, il n'y a pas type à la fin. Et il n'y a pas retourner la valeur. Bien. Alors, je vais écrire donc une fonction qui permet de faire la somme de deux nombres. Quelle est la première chose à faire? Je mets d'abord fonction, comme vous voyez à l'écran. Fonction. Ensuite, je donne un nom à la fonction. Rappelez-vous que lorsqu'on donne un nom à une fonction, on prend les mots-clés. Comme là, je veux faire la somme des nombres. Je peux mettre somme, le mot-clé, il y a somme, il y a nombre. Et en algorithmique, on n'utilise pas deux mots séparés par l'espace. On met, les noms sont en un mot. Là, on sépare par la barre de 8, comme vous voyez, la somme nombre. Alors maintenant, je me pose la question, quels sont les paramètres? On vient de voir que pour pouvoir écraser les arachides, on a besoin des arachides et de la machine écrasée. Si je veux faire la somme de deux nombres, effectivement, j'ai besoin des deux nombres. Je ne peux pas sommer ce que je ne connais pas. Étant donné que les deux nombres varient d'un utilisateur à un autre, ce sont donc des variables. Donc, regardez, je mets var a, b, deux points réels. Bon, j'ai supposé que ce sont des réels ici. Ça pouvait être des nombres entiers, ça dépend de vous, de l'exercice. Donc, var déclare a, b réel. Nos a et b qu'on a là sont deux nombres quelconques. Donc, deux variables quelconques qu'on va utiliser donc comme paramètre. Maintenant, je précise, je mets le type de retour, je mets réel, point virgule. Il y a un deux points avant réel là, c'est juste l'oubli. Alors, ensuite, je déclare les variables. Je déclare quelle variable? Je déclare la variable s. S, c'est une variable qui va contenir la somme des nombres, bien évidemment. Puisque si on somme deux nombres, il faut mettre dans une variable S. Ensuite, je vais mettre début. Alors, qu'est-ce que je fais? Je connais déjà A et B. Je connais déjà les deux noms A et B. Qu'est-ce que je fais? Je fais simplement la somme, c'est-à-dire je fais A plus B. J'affecte dans la variable S. Ensuite, je retourne. On vient de dire tout à l'heure qu'une fonction retourne une valeur. Donc, je mets retourner. Quoi? Je vais retourner quoi? S. Parce que S contient la somme. Tout à l'heure, je vais vous montrer qu'on peut retourner de deux manières. On n'est pas obligé d'écrire retourner. Donc, je mets fin. Alors, sachez que au niveau de retourner S, on peut encore écrire somme nombre reçoit S.
Son nombre ici, c'est quoi? Le nom de la fonction. Donc, au niveau de retourner une valeur dans une fonction, on peut mettre retourner, le nom de la variable à retourner, donc retourner s. Ou alors, le nom de la fonction, on affecte la valeur s, c'est tout. Donc, voilà les deux possibilités. On ne peut pas écrire les deux au même moment. On choisit l'un ou l'autre. Donc, retourner s ou somme nombre reçoit s. Donc, son nombre, c'est le nom de la fonction, reçoit s. Point virgule. Alors, s'il faut écrire la procédure, là, c'est la fonction. Donc, je vais mettre procédure. Là, je mets toujours le nom qu'on a tout à l'heure, par exemple. Je mets var A, B réel. Je déclare de la même manière. Mais là, je ne mets plus le type de retour qui est réel. Maintenant, je déclare la variable S, comme tout à l'heure. Je mets début. Je mets le calcul. Là, A plus B, je mets S. Dans S. Ensuite, j'affiche le résultat. Ici, je ne retourne pas, mais j'affiche plutôt. La somme est S. La somme est S. Et je mets fin. Vous allez remarquer que dans une fonction procédure, dans la procédure, la fonction, on n'utilise pas la fonction lit. On ne lit rien. Pourquoi? Parce que les éléments sont déjà en paramètres. Ce qu'on a besoin pour calculer, on les met en paramètres. Alors que dans un algorithme, si on a besoin d'une valeur, si on voulait faire la somme de deux nombres, on devait plutôt lire les variables A et B pour demander à l'utilisateur d'entrer. Par contre, ici, ce sont des paramètres. Très bien. Alors, on va procéder à autre chose. Comment appeler une fonction ou une procédure? Alors, quand on dit appeler, il s'agit de quoi? Regardez par exemple la calculatrice scientifique. Vous allez voir qu'il y a déjà des fonctions sur cette calculatrice qu'on a déjà écrit, comme ce qu'on vient de faire. On a déjà écrit, on a implémenté sur la calculatrice. Il y a la fonction ln, la fonction logarithme, la fonction sinus, la fonction cosinus, la fonction x carré, etc. Alors maintenant, quand vous voulez utiliser dans cette fonction qui est sur la calculatrice, il faut l'appeler. L'appeler signifie simplement que vous lui donnez une valeur, il vous donne le résultat. Donc, c'est-à-dire quand vous partez la calculatrice, vous tapez par exemple 30, vous appuyez le nom de la fonction, il vous donne par exemple le sinus de 30. C'est tout. C'est la même chose. Regardez, là, Kirikou, qu'est-ce qu'il nous dit? Prenons le cas de la somme de deux nombres, donc le cas de tout à l'heure, en supposant qu'on a les valeurs 4 et 7. Alors là, la syntaxe de l'appel d'une fonction est non-fonction, entre parenthèses, valeur 1, point, 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 valeur n. Ça veut dire que quoi? Si vous voulez appeler une fonction, vous écrivez d'abord le nom de la fonction que vous avez utilisée dans la déclaration. Vous mettez les valeurs en parenthèse. Et le nombre de valeurs correspond exactement au nombre de paramètres. Si on a déclaré une fonction avec deux paramètres, on doit l'appeler avec deux valeurs, pas plus. De la même manière, pour déclarer, regardez, la syntaxe d'appel de la procédure, c'est non-procédure, entre parenthèses, les valeurs. Alors, exemple, si on se restreint au cas qu'on a vu tout à l'heure, on va dire somme nombre, c'est-à-dire si je veux déclarer, appeler la fonction de la somme des nombres, je mets d'abord le nom de la fonction, comme vous voyez. Maintenant, on a dit qu'on utilise deux valeurs 4 et 7, donc je mets entre parenthèses 4, 7, et je mets point virgule. Alors là, regardez, pour la fonction, ça va retourner 11. Pourquoi? Parce que ça va aller effectuer 4 plus 7, puisque c'est la somme, ça donne 11, et ça retourne, puisqu'on dit que ça retourne 11. Mais pour la procédure, on a vu que ça affichait, donc on va ver, pour la procédure, ça va afficher 11. Très bien. Maintenant, nous allons passer à une deuxième fois, un tableau. Un tableau, c'est quoi? C'est la question que se pose Simpson, et ça sert à quoi? Alors, Kirikou, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, il nous dit, comme il est très intelligent, il demande de prendre le cas d'un bus, une salle de classe et une alvéole d'œuf. Alors, observons la scène. Et nous allons bien analyser. Et ensuite, nous allons essayer d'interpréter pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est qu'un tableau. Alors là, vous voyez, j'ai une alvéole. Je ne sais pas, on dit un alvéole, une alvéole. Dans tous les cas, j'ai une alvéole d'œuf. Là, j'ai un bus avec des passagers. Là, j'ai une salle de classe. Alors là, c'est une salle de classe moderne. Les vraies salles de classe. Pas ce que nous, on a ici au pays. Des salles de classe modernes. Où on retrouve une personne par
table banc. Là-bas, c'est moderne. Des salles de classe qui font rêver. Alors, regardons là. Observons un peu. Vous allez voir généralement que dans une salle de classe, c'est réservé aux élèves, donc à une même catégorie de personnes, un même type de personnes. Donc les élèves, c'est pas pour les pousseurs, les mototaximans, non. C'est un endroit réservé et généralement pour faciliter donc l'exploitation des élèves, donc pour exploiter les élèves pour faire cours, on organise dans cette salle en mettant les tables, bancs, où en principe on peut numéroter, de telle sorte qu'on peut dire numéro 8, salle de classe 2, numéro 8. Ça permet de dire qu'on a tel élève assis à tel niveau. Donc on peut avoir donc des bancs numérotés dès qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Même chose dans un bus. Dans un bus, c'est réservé pour les passagers. Là-bas, on peut aussi avoir des chaises numérotées. Je ne parle pas des bus de cargo que vous avez au village là. Je parle des vrais bus, dans des vraies agences. Sans publicité, prends par le cas de Général sur la route de Yaoundé Douala. Où, en principe, des chaises sont numérotées. Alors, on a également des alvéoles d'œufs. Vous voyez, dans l'alvéole d'œuf, il y a uniquement les œufs. On ne met pas les oignons, on ne met pas. Donc, l'alvéole est réservée pour un même type de choses, c'est-à-dire rien que l'œuf. Donc, à partir de ce qu'on vient de voir, on peut déjà dire que tous ces éléments-là, le bus, salle de classe, alvéole d'œuf, sont des tableaux. Pourquoi? Parce que ça permet d'organiser un même type de données. Parce que dans l'avion, on voit uniquement les œufs. Et là-bas, c'est organisé. Dans une salle de classe, on voit que les élèves, dans un bus, c'est les passagers, et ainsi de suite. Et on voit que dans une salle de classe, en réalité, on peut avoir accès à un élève à partir de son numéro. Donc, dans un tableau, le tableau est d'abord organisé, structuré, de façon structurée. Et en plus, dans un tableau, chaque case a un numéro, comme dans un vrai bus. Les numéros permettent, on les appelle encore les indices. L'indice permet d'accéder donc à un élément de ce tableau, dans un élément de ce bus, à un passager de ce bus. Je peux entrer dans un bus, je dis passager assis à la chaise numéro 30. Là, je sais que j'ai accès à un tableau qui est le bus, et le 30, c'est la case où la personne est assise. Ainsi de suite, comme dans une table, comme dans un alvéole d'œuf. Donc, on va donc voir qu'il existe deux types de tableaux. Il y a les tableaux à une dimension. Une dimension veut dire une ligne. Regardez là. Et c'est représenté dans la machine comme vous voyez là. Voici un exemple de tableau représenté dans un ordinateur. Vous voyez, ça c'est un tableau à une dimension. Là, vous voyez en ligne. Et chaque case a un numéro. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces numéros, comme je venais de dire, on les appelle les indices. L'indice d'un tableau, donc, c'est le numéro d'une case. Et chaque tableau là a un nom. Comme là, le bus est un tableau, nom du tableau, c'est le bus. Et chaque case, chaque chaise a un numéro. C'est la même chose là. Là, c'est une représentation dans un ordinateur. Un tableau est donc représenté par des numéros. Les cases du tableau sont appelées indices. Exemple. Quelle est la syntaxe de déclaration d'un tableau à une dimension? Regardez, pour déclarer un tableau à une dimension, je mets type, nom, tableau, 2 points, égale, tableau, 1, n. Là, on a mis nom là, c'est le nom que vous donnez à votre tableau. Maintenant, là, on a mis 1 à n. N représente la valeur finale. C'est-à-dire que si je veux déclarer un tableau de 100 éléments, qui va contenir 100 éléments, je mets 100. De type, type c'est maintenant correspond au type de données des valeurs que vous stockez dans le tableau. Exemple. Là, regardez. Voilà un exemple de déclaration. Suppose qu'on prend le cas du bus. Je vais dire type. Le nom du tableau, je mets bus. 2 points égale à tableau. Si on suppose que c'est un bus de 70 passagers, je mets de 1 à 70. Et sachant que chaque passager, le nom d'un passager, c'est une chaîne de caractères. On sait que dans à la première place, on a mis Tamo. Deuxième place, Amina. Ainsi de suite. Ça sont les chaînes de mails. Donc,
2 chaînes de caractères. Donc voilà la déclaration d'un tableau là. Alors maintenant on va voir un tableau à 2 dimensions. Regardez, ça c'est un tableau à 2 dimensions. Vous voyez, là il y a les lignes et plusieurs colonnes. Regardez, on peut représenter là 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là on a les lignes numérotées et les colonnes numérotées. Voilà par exemple un tableau à 2 dimensions. Et la syntaxe de déclaration d'un tableau à 2 dimensions, c'est type non tableau 2 points égal à tableau de 1 à n, 1 à m. 1 à n, ce sont les lignes, 1 à m, ce sont les colonnes. Donc, c'est dit 1 à n, n égale à 5, ça veut dire 5 lignes, 1 à m, 5 colonnes, 2 types. Exemple, regardez, on a par exemple la viole de vous observez que la viole de là, c'est un tableau à 2 dimensions. Pourquoi? Parce que sur la viole, il y a les lignes en principe, il y a les colonnes. Là, on peut utiliser un tableau dont on dit que c'est un tableau en 2 dimensions. Dans le cas du tableau à 1 dimension, tout est en ligne. Comme là, j'ai supposé un bus de 70 places en ligne. J'ai supposé. Ça veut dire que tout le monde est assis sur une seule ligne. Là, on peut dire là. Mais pour la viole d'œuf, comme on voit, on peut voir que c'est un tableau à 2 dimensions. Là, on peut supposer qu'il y a 6 colonnes de 1 à 6, 6 lignes, pardon, et 5 colonnes de chaînes de caractères. Maintenant, comment faire pour accéder à un élément du tableau? La syntaxe est la suivante. À l'avance, on définit d'abord un tableau comme une structure permettant de stocker les données de même nature. Il vient stocker les données de même nature pouvant être accédées à l'aide d'un indice. On a vu que l'indice est le numéro de chaque case. Alors, pour accéder à un élément du tableau à 1 dimension, ça c'est le cas d'une dimension. Pour accéder à un élément d'un tableau à 1 dimension, on met non tableau entre crochets indice. Donc, il peut par exemple dire bus, qu'on a vu tout à l'heure que le tableau est un bus, il dit bus entre crochets 2. Ça veut dire que ça me permet d'accéder au passager qui est assis au siège numéro 2. Tout simplement. Alors là, comment écrire un algorithme et utiliser un tableau? Très important. Comment écrire un algorithme permettant d'enregistrer? On va prendre le cas qui nous demande d'écrire plutôt un algorithme permettant d'enregistrer les passagers dans un bus. On a supposé tout à l'heure qu'on a un bus de 70 places. Alors pour écrire un algorithme, on rappelle, on écrit d'abord l'entête. L'entête c'est quoi? Algorithme, le nom de l'algorithme, gestion de bus, nous avons vu ça dans nos premières vidéos. Algorithme, gestion bus, je déclare les variables. Alors je déclare d'abord le type de données. Puisqu'on veut enregistrer les passagers dans un bus, si on suppose, c'est une supposition, on suppose qu'on a un bus de 70 places qui sont en ligne, donc c'est-à-dire qui sont à 1 dimension. C'est vrai que dans les bus qu'on a, c'est à 2 dimensions, hein, parce que les sièges sont disposés en ligne et en colonne. Mais là, je suppose un cas de bus en ligne. Alors là, on va déclarer donc un tableau, comme on a vu là, type. On donne le nom du tableau bus, 2 points égal à tableau de 1 à 70, 2 chaînes de caractères. Ensuite, je déclare les variables i, qui vont me permettre de manipuler les éléments du bus entier. Je déclare B, une variable B de type bus. Pourquoi B de type bus? Parce que le bus qu'on a vu là est un type qu'on a créé. Maintenant, pour manipuler dans ce type, il faut déclarer une variable de ce type, donc B de point bus. Début. Je dis donc, j'utilise la variable pour, la structure pour, je dis pour i de 1 à 70 faire. Parce qu'il faut accéder, on a dit qu'il faut enregistrer chaque passager. Donc, pour parcourir généralement un tableau, ça c'est un conseil, pour parcourir généralement un tableau, il est important d'utiliser une boucle, et de préférence la boucle pour. Parce que pour, connaissant déjà la taille du tableau, pour permet donc de partir la première case à la dernière case. C'est pour ça qu'on dit pour i de 1 à 70. Ça veut dire que i va parcourir de 1, 2, 3, 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois qu'on parcourt? Quand pour i va là 1, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, je dis entrez votre nom. Je dis d'abord, quand i sera 1, je demande d'abord d'entrer le nom. Ensuite, je mets l'ib de i. Li d'abord permet d'enregistrer, permet à l'utilisateur de saisir. Puisqu'on veut que l'utilisateur saisisse son nom, donc li va lui permettre de saisir son nom pour aller où? Pour aller dans le tableau. Et pour accéder au élément du tableau, on met donc le nom du tableau, le nom de la variable qu'on a utilisé pour déclarer le tableau, donc B de type bus, et entre crochets l'indice.
Donc B de I. B de I permet d'accéder donc à l'élément, à la case du tableau qui est à la position I. Donc je mets li B de I. Ça va permettre donc d'enregistrer le nom à l'endroit B de I dans le tableau. Donc là après je mets fin pour. Donc je rappelle que donc pour I de 1 à 70, ça veut dire que quand I a 1, on entre le nom dans le tableau. Ça va aller rester. Quand il dit li B de I, le nom va aller dans la case numéro 1 parce que I sera 1, B de 1. Quand I passe à 2, ça va aller dans B de 2, B de 3, B de 4, ainsi de suite. Puis je mets fin. Donc voilà donc notre algorithme. Donc la question qu'on se pose par la suite, comment écrire maintenant un algorithme? L'algorithme d'abord c'est la représentation graphique d'un algorithme. Donc là, qui nous demande de prendre le cas d'un algorithme utilisant une structure alternative. Alors voici l'algorithme. Alors nous allons essayer d'écrire son algorithme. Alors première chose, à savoir, lorsqu'on veut écrire un algorithme, il faut retenir d'abord les symboles, connaître les différents symboles en algorithme. Ensuite, on commence par début. L'algorithme ne commence pas au niveau d'algorithme. Pour sortir l'algorithme, on commence par début. Regardez, je commence directement par début. Voilà le symbole de l'algorithme de début. Ça qu'elle dit, il faut maîtriser les symboles. Ouais, début, c'est un rectangle arrondi, sur les coins arrondis, là. Ensuite, je mets un trait en bas de début. Regardez, un petit trait là pour attendre. Je mets un trait, j'attends. Ensuite, c'est écrit. Écrit est représenté par un parallélogramme. Regardez, voilà, un parallélogramme. À l'intérieur de l'écran, on a mis entre votre âge. Donc, je mets aussi entre votre âge. Ensuite, c'est lit. Lit est représenté aussi par un parallélogramme. Je mets entre parenthèses âge. Donc, j'ai maintenant si. Si c'est une condition, on utilise là un losange. Entre parenthèses, âge inférieur à 18. Donc, je mets entre parenthèses. Je mets aussi dans le losange. Âge inférieur ou égal à 18. Alors, on voit donc que ceci, si la condition est vraie, qu'est-ce qu'on fait? On écrit mineur. Et généralement, pour écrire, quand c'est vrai, on va à gauche de âge du parallélogramme. Quand c'est vrai, on va à gauche. Et quand c'est faux, on va à droite. Donc, si la condition est vraie, on doit afficher mineur. Si la condition est fausse, on doit afficher majeur. Bon, supposons qu'on va afficher majeur, on va d'abord aller à droite. Donc, pour afficher, on va mettre un parallélogramme. Et si la condition est vraie, on va à gauche. On met le parallélogramme parce qu'écrit c'est le parallélogramme. Donc, vous voyez que quand j'ai mis mon losange, il y a deux possibilités. Quand c'est vrai et quand c'est faux. Quand c'est vrai, c'est à gauche. Quand c'est vrai, c'est à droite. Quand c'est faux, c'est à droite. Quand c'est vrai, c'est à gauche. Donc là, à la fin, je mets fin. Ici. Comme vous voyez là. Alors, n'oublie pas d'aimer la vidéo. Et n'oublie pas de poser des questions en commentaire. La vidéo tient à sa fin. Et n'oublie surtout pas, alors voilà la définition d'un algorithme, de partager avec tous tes camarades. Et surtout n'oublie pas de t'approprier cette collection, le leader en informatique, qui va te permettre de te perfectionner dans le domaine de l'informatique. Il y a ça dans toutes les classes et c'est disponible dans plusieurs villes du Cameroun. Voilà mon numéro WhatsApp pour plus d'informations. 619 63 76 22 et également sois connecté sur la page Facebook. Il y a la page Facebook Leader en info, partage et like. À bientôt.